Jean-Marie Bigard, bonjour. 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 Bienvenue à Liège, bienvenue ici au Festival international du film de comédie de Liège. Et nous allons faire une petite interview puisque bon, là, le temps est limité. Juste une petite question de vos origines. Depuis toujours, bout en train, est-ce que c'est votre ADN, Jean-Marie Bigard? Oui, je pense qu'on n'est pas humoriste pour rien. Je pense qu'on est humoriste en sortant du ventre de sa mère. Je pense que le fœtus que j'étais dans le ventre de ma maman devait se dire je suis le quatrième enfant, je ne suis pas forcément le bienvenu parce que le quatrième, une bouche de plus à nourrir. Et donc je suis arrivé nickel. Je suis arrivé en faisant et hop, je suis arrivé en smoking. J'ai dit ne me jetez pas, vous allez voir, je suis drôle. Si j'avais pu parler, c'est sûrement ce que j'aurais dit. Et je pense qu'instinctivement, c'est une manière sûrement depuis tout bébé, de survivre et puis d'avoir l'amour des autres. Ensuite, un peu plus grand, je me suis rendu compte qu'il y avait trois manières d'exister. C'était ou d'être le premier de la classe, d'avoir un certain respect des autres, ou d'être le plus fort et de casser la gueule à tout le monde à la récré, ou de faire rire ses camarades. Moi, j'ai choisi de faire rire mes camarades et en plus, je leur cassais la gueule à la récré. Comme ça, ils avaient deux trucs. Deux trucs pour vous apprécier encore davantage. Oui. Philippe Bouvard, il s'est drôlement trompé à vos débuts lorsqu'il vous a dit « ne monte pas sur scène ». Il s'en est excusé d'ailleurs, donc l'histoire a formidablement bien terminé. Un jour, on lui a dit « est-ce que vous avez un regret dans votre carrière ?» Il m'a dit « oui, j'en ai un, c'est d'avoir loupé Jean-Marie Bigard ». Exactement. C'était très beau. C'est bien, il est revenu un petit peu. D'amour qui finissent bien. Oui, c'est super. Dites-moi, Jean-Marie Bigard, est-ce que vous êtes à l'origine des stand-up? Ah non, le stand-up. Je veux dire, cette façon de s'adresser vraiment directement au public. Non, ça a toujours existé. D'ailleurs, mon maître à penser, mon Jedi, mon mentor, c'est Robert Lamoureux. Ah oui. Robert Lamoureux qui, comme le faisait d'ailleurs Fernand Reynaud ou bien d'autres, mais tu vois, on passe de Fernand Reynaud à Coluche en oubliant tout le temps Robert Lamoureux qui pour moi est la charnière majeure du style, quoi. C'est-à-dire, il nous a, en tout cas moi, je lui ai pris sa vitesse, son ellipse, son gag à tiroir, son rire toutes les 5 secondes. Il était extraordinaire, ce type. Se ressemble beaucoup sur plein de choses, notamment celle de ne jamais avoir reçu de récompense. Ce mec qui a mis tout le monde d'accord en stand-up pendant une bonne douzaine d'années. Ensuite, il a fait 3 films, les 7e compagnies, qui ont été un carnage. Et ensuite, il a écrit 16 pièces qui se sont toutes jouées plus de 1000 fois et qui sont encore à la mode aujourd'hui. Récompense? 0. Et j'ai eu la chance d'être ami avec lui, donc c'est quelque chose quand même, parce que c'était mon rêve. Et je lui ai dit, mais comment est-ce possible? Comment as-tu pu passer au travers d'une récompense, même d'honneur, au moins? Et il m'a dit, si, on m'en a proposé une, qui devait être sûrement un Molière d'honneur ou un César d'honneur, et il me dit, tu sais ce que je leur ai répondu? Je leur ai dit, si vous me mettez maintenant dans la position de dire merci à tout le métier, ce jour-là n'est pas arrivé encore. Allez, du tempérament, hein. Merci pourquoi? Ben oui. De m'avoir mis la porte dans la gueule pendant 50 ans. Merci de quoi? Exactement, oui. Exactement. Je voudrais bien relever une phrase que vous dites. Vous êtes connu et reconnu pour votre franc-parler, votre franc-parler, et vous répondez, une fois à poil, nous sommes tous semblables. Exactement. Quand on a retiré le grade et l'uniforme, dans l'armée, par exemple, tu vois, et au bal de la princesse, ben, le militaire met un costume d'apparat, mais sinon, on connaît son grade. Et c'est comme ça qu'on a inventé le smoking, c'est pour ceux qui n'étaient pas militaires.
On a dit, bon, on va leur mettre un smoking. Mais sinon, les gens sont reçus et plus ou moins bien reçus en fonction de ce qu'ils sont. Et une fois qu'on est tous à poil sous la douche, après le match, quand les grades n'apparaissent plus, les galons, les plumes, les médailles, eh bien, je trouve que c'est un endroit plus serein pour pouvoir parler d'homme à homme, Et communiquer. d'homme à femme, ouais. mais de savoir qu'en fait, on s'adresse à quelqu'un qui est fait de chair et de sang, comme nous tous. C'est super. Je voudrais parler un moment de vos 2 jeunes enfants. Le fait d'avoir des petits-enfants à un certain âge, est-ce que ça change un peu la vision de la vie? Ça change absolument tout. Moi, j'ai 28 ans d'écart avec mon épouse, et des enfants qui vont avoir 6 ans le 11 novembre, le jour de l'armistice, même si c'est pas toujours l'armistice à la maison, c'est de scorpions, comme maman. Donc j'ai 3 scorpions à la maison. Il y a des Je suis obligé étincelles. de vider mes pantoufles le matin quand je mets mes chaussures. Parce que les scorpions se cachent dans les chaussures, c'est bien connu. Et- Ça change toute la vie et on est un bien meilleur papa à 58 ans, donc, comme j'étais, qu'à 30 ans. Oui. C'est sûr, et encore mieux évidemment qu'à 20 ou 25. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai lu Mais- aussi que vous aimez jouer le rôle de maman aussi. Oui, oui, je suis papa et Vous maman. pouponnez. Oui. Oui. Oui, Langer. et puis je reporte sur mes enfants l'amour que ma maman à moi m'a donné. J'ai perdu mes parents très tôt, à 20 ans. J'étais orphelin de mes parents et de ma maman qui était un amour de femme, et je ne me lève pas un seul matin sans penser à elle. Le cordon qu'il y a entre la mère et ses enfants est indélébile. Ne Il disparaît est, jamais. on ne peut pas le couper, même si la personne est décédée. C'est comme ça. Et donc moi je reproduis cet amour, ces câlins, ces attentions, la manière de faire de ma mère sur mes enfants. Même ma femme me dit, oh attends, Laisse-moi mon vas-y, rôle aussi. non, non, mais vas-y, ne me contredis pas. Voilà. Ils sont punis. Oh, ils sont punis. Et puis je fonds quoi, devant mes enfants. Oui, j'imagine. Et à un tel point que vous adressez à Brigitte Macron pour défendre une crèche, je crois, Une maternité. une maternité La plutôt, maternité qui de va être Guingamp. supprimée, c'est Oui. ça? Et C'est une maternité, et alors je m'en offusque, et surtout Oui. ce sont le personnel de cette maternité de Guingamp qui m'appellent et qui disent, pour porter notre parole, il nous faut quelqu'un de fort, et ils décident de me demander à moi. Et je deviens la figure de proue de ce navire qui veut sauver la maternité de Guingamp. Alors, je m'enseigne évidemment un petit peu, je m'aperçois que cette maternité a son quota de naissance. J'ai d'ailleurs dit à Brigitte Macron, si elle n'avait pas son quota de naissance, j'y vais. Hein. Je vais m'en occuper, moi, du quota de naissance. Ils ont trouvé Et- une grande gueule. Hein. Et comme quoi, maintenant, avec son téléphone, on a le bras qui est très long et qui touche parfois au trône. C'est ce qui s'est passé. J'ai envoyé un message gentil, mignon, avec faisant appel vraiment au cœur de la première dame de France, que j'ai jamais eu autrement au téléphone. Hein. Et j'ai dit, Brigitte, je fais appel à votre cœur, on va pas fermer cette maternité, elle marche bien. J'ai payé de ma poche une maternité au Burkina Faso parce que il y avait 13 villages de 1000 personnes, donc 13 000 personnes, et j'ai un ami pédiatre avec quelques-uns de ses amis qui s'occupe de ces 13 villages et me dit là-bas, les femmes accouchent sur la terre battue. Alors je dis non, je ne peux pas accepter ça de mon vivant, et donc je paye la construction d'une maternité Maternité qui là-bas. porte le nom de mon premier fils, Sacha, maternité Sacha Bigard. Ah, ben, Et je lui dis, j'ai pas payé de maternité de ma poche pour que dans mon propre pays, on Il y en ferme ait- celle de oui. Guingamp.
4 jours plus tard, le chef de cabinet de Madame Macron m'appelle, elle me dit Madame Macron va vous parler dans une demi-heure. Et elle me parle, elle me dit ne croyez pas que ce que vous avez fait est un coup d'épée dans l'eau. Nous avons regardé, nous avons apprécié votre demande, parce que je leur disais à la fin que je leur faisais des gros bisous, que je comptais sur eux. Oui, oui, oui. Et on dit Emmanuel va s'en occuper. Et puis ensuite, j'ai reçu un autre message où on me disait que donc l'idée de fermer cette maternité était différée de 2 ans. Donc, si tu les veux... 2 ans sont passés ou c'est... Non, c'était à il y a venir. quelques mois, Ah ils oui, sont à venir. à venir. Ouais. Donc la cause n'a pas encore été totalement gagnée. Ben, on espère en tout cas. J'espère en tout cas dans 2 ans. J'ai dit que j'irai jouer autant de fois qu'il le faudrait à Guingamp pour que cette maternité subsiste. Parce que, évidemment, il y a une maternité à 45 km de Saint-Brieuc qui est là, mais bon, voilà, c'est toujours dommage de perdre une maternité, de perdre une poste, oui, bien sûr. de perdre un bourlanger. Oui, tout ce qui va autour. Tout ça fait partie de la cohésion qui doit exister entre les gens, dans les villages. Revenons un petit peu à un ton un peu plus léger avec Renaud Rutten. Les 2 compères se rejoignent pour les meilleurs conteurs de blagues, Voilà, et français et belges. C'est comme ça que Renaud, que je ne connaissais pas, se présente à moi. Il m'a dit tu es le meilleur raconteur d'histoires drôles de France et je suis certainement le meilleur en Belgique, ce que je confirme. Il est extraordinaire. Et alors on se rencontre et on dit on va faire un petit galop d'essai. On réserve une salle à Liège, chez Éric Marquis, la comédie en Lille, qui fait 200 places. Et on se dit on va la jouer 2 fois. En 2 heures, on vend les 400 places. Le soir même, on a 1200 personnes sur la liste d'attente. On ouvre à ce moment-là la location du forum. On est au mois de juin. Hein. Personne n'ouvrirait le forum 2 mois avant la date. On doit jouer le forum le 30 septembre. 2 jours plus tard, le forum est plein. Tu sais, c'est comme 2 silex. Quand on les frotte, à tous les coups, le feu s'allume. Il y a des étincelles. Ouais. Voilà. En une fois. C'est Renaud, c'est un diamant, Renaud. C'est un véritable grand raconteur de blagues et c'est la qualité du conteur, évidemment, qui compte, qui est très importante. Et tu vois, tu t'es penché sur ton dossier, donc je vais m'adresser à la boudine. Oui, adressez-vous, mais il me fait des signes. Et donc, j'imagine que Matignas est devant l'écran. Non, elle ne dépasse pas. Hein, elle ne dépasse pas. Je surveille. Surveille bien. Oui, c'est... En fait, on se rend compte de 2 choses. D'abord, que c'est un art majeur d'être un bon conteur de blagues. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas de la petite bière, c'est pas dire ah oui, c'est les mecs qui racontent des blagues. Non, non. Nous sommes 2 conteurs formidables, je me mets avec. Vous pouvez. Et comme le public sait tout, eh bien, le public vient en masse et on leur fait saigner les abdominaux. Alors, un dernier mot, Jean-Marie Bégard, parce qu'on nous fait signe qu'on doit arrêter. Le spectacle de ma vie où vous annoncez à vos spectateurs une surprise. 2 mots. Non, les gens ont voté et ils m'ont dégagé. Il y a 5828 personnes qui ont fait un vrai vote. Ils m'ont dégagé 20 sketchs de ma carrière et avec ces 20 sketchs, chaque soir, je tricote le spectacle idéal, le plus beau spectacle de ma vie. C'est tout. Magnifique. Alors, TV Wallonie voudrait bien vous offrir un petit souvenir. Oh, qu'est-ce que c'est Regardez, beau. Les Wallons vous aiment, Jean-Marie Bigard. Et moi aussi, je vous aime. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer cette interview? D'aller jusqu'à l'année prochaine. Et de profiter de vos enfants. Et encore un peu, oui. Et d'emmener mes enfants jusqu'à leur majorité, si c'est possible. On vous le souhaite, Jean-Marie Bigard. Okay. Merci beaucoup. Merci. Je suis ravi de présenter cette conférence de presse et de cette
conférence tout court en fait, puisque bon, voilà, on a les caméras qui sont là, donc je suis ravi d'être avec vous et de pouvoir bien discuter avec ces deux pointures de l'humour, ces deux pointures du cinéma aussi, puisqu'ils n'ont pas fait que des one-man show, ils font un two-man show maintenant qui s'appelle Cul et Chemise. Oui. Et donc on aura l'occasion de revenir à tout ça. D'abord, moi je voulais commencer par les débuts. Alors on va retracer un tout petit peu vos carrières respectives. Et il y a beaucoup de choses à dire. Je dois dire que j'ai passé l'après-midi complète à lire, à me documenter sur vous. Mais le mieux, c'est que vous en parliez aussi. Alors, d'abord, Jean-Marie, toi, tu as été... Je te tutoie. Hein. Oui, bien sûr, on tutoie bien le Seigneur. Ben voilà. Non, sérieux. Moi, par contre, On dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se vous voit. Je préfère quand même que tu me vois. Je dis monsieur Rutten. Non, Renaud, mais tu dis vous. Comme au GB. Janine, vous me direz les prix des conditions? Ok, parfait. Donc, Donc, il va pas mon micro. Si? c'est normal, tu parles Il va pas. pas bien. Non, non, mais il va pas bien. Qui est-ce qui s'occupe du micro? 1, 2. Voilà. Ça commence Le bien. tien, il va bien, Marie? Et 1, 2, 1, 2. Oui, mais lui, il va trop fort. Mais changez vos micros. Non, non, pas du tout. Il faut qu'il règle le bazar. 1. On est capable de tenir une heure, Jean-Marie, avec moi. 1, 2. 1. Allô? Allô? Ok. Ah, et quand ils ont dit qu'ils allaient me chier l'émission, effectivement, ça commence bien. Donc, Jean-Marie, toi, tu as d'abord été pompiste. Alors, pompiste, c'est évidemment dans une station essence. Oui, bien sûr. Pompiste dans une boulangerie, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vrai, j'étais pompiste plutôt dans une station essence. Oui, c'est vrai, exact. Bravo. Je m'attendais à ce que tu me dises, oui, pompiste dans une station essence, connard. Oui, bah oui. Puis tu as fait commerce de vieilles Citroën. Oui, je retapais des tractions avant. Et dans mon pays, vers Troyes, dans le pays d'Hôte, de la forêt d'Hôte, il y avait une accumulation, écoute, incroyable de tractions. Et j'ai un peu honte de le dire, mais enfin, on achetait quand même ces tractions dans des herbes hautes, abandonnées depuis des années. On prenait la manivelle, si elle n'était pas grippée, on l'achetait 50 francs. Ok? Et on la revendait, devine combien? 5000 francs à Paris. Oh, bah, ça Mais marchait plutôt en pas. refaisant tout, hein, la peinture, le plafonnier avec le crin de cheval et tout le bordel, on la retapait entièrement. On faisait du travail vrai travail de collectionneur, tu vois, et on vivait avec ça. On était 4 garçons dans le vent. Et tu penses bien qu'à l'époque, donc il y a 40 ans hein, de ça, 5000 francs, mais on avait un appartement, on avait tout, on pouvait vivre de notre art, déjà. Et puis après ça, tu as été à l'Éducation nationale. Oui, après, j'ai refait des études et j'ai décroché un diplôme qui m'a permis de faire du remplacement de prof de gym dans des lycées. Et j'aurais pu être titularisé d'ailleurs, mais je me suis arrêté à temps en disant que j'ai fait ça pendant 4 ans avec tout mon cœur et que j'ai dit au revoir à mes collègues. Je leur ai dit bon courage les gars, parce que moi j'en avais déjà plein le cul. Hein, au bout de 4 ans, j'avais vraiment fait le tour, tu vois. Mais c'est passionnant, mais usant. Et puis après, bah, tu as été barman. Et c'est là où les choses sérieuses ont commencé, c'est là où tu as commencé à faire rire les gens. Mais déjà que j'étais prof de gym, parce que c'est toi d'un côté et les élèves de l'autre, tu vois. Et après que j'ai tenu un bar, bah, c'est toi derrière le bar et ton public est devant. C'est une espèce de scène aussi, tu vois. Et il n'y a pas de secret, quoi. Les gens venaient, tu vois, le Ricard, on aime bien ça chez nous, il a le même goût partout, quoi. La différence, c'est la gueule du mec qui te le sert. Tu vois, c'est exactement comme les blagues. Les blagues n'ont pas tellement d'importance, c'est le conteur qui est important. Et c'est pour ça que j'admire tellement mon Renaud. Oh, arrête. Alors, tu as été barman et là, tout a commencé pour toi. Tu as rencontré des gens en étant barman, notamment un certain Tex. Oui, bah, là on était dans la même... il y avait une toute petite école de théâtre à Troyes. Et moi j'étais à 100 000 km de penser qu'un jour je ferais de la scène, tu vois. Mais Tex il m'a dit viens, on rigole, tu vas voir, tout ça. On rigole. Et à la fin de la saison, je me retrouve ni plus ni moins à faire le roi Créon dans Antigone. Et comme on était
pas mal de comédiens, on s'était partagé le rôle en deux. Et je me souviens que il y a un prof de théâtre qui était venu nous voir, et il a dit, il est étonnant ce garçon, il a une voix. Et j'ai pris ça pour un compliment, tu vois. Et puis après, j'ai continué. Et puis je me suis mis à écrire des sketchs qu'on a passés avec texte en audition pour le petit théâtre de Bouvard. Justement, c'était une période difficile, là, au tout début. Bah, c'est-à-dire, on trouve une idée formidable. C'était le début des voitures qui parlent, tu sais, qui ont pété les couilles à tout le monde très vite. D'ailleurs, ça a été abandonné. La fameuse, chez nous, la Renault 11, tu vois, donc la portière est mal fermée. La portière est mal fermée. Attachez à ceinture. Attachez la ceinture, tu vois. Ça a gonflé tout le monde très vite, tu vois, mais le temps pour nous d'écrire ce sketch où tout d'un coup la voiture prend le pas sur le conducteur. Donc c'était très drôle, on passe des auditions, des pré-auditions chez Bouvard, et les filles disent c'est génial, on va le montrer à Philippe Bouvard, il est là à midi, on lui fait et il dit c'est super, on l'enregistre demain. Donc on était arrivé juste pour faire l'aller-retour à Paris et on a dormi dans la bagnole sans changer de slip et sans se brosser les dents, puisque tout d'un coup le lendemain on tournait et on faisait notre première télé. J'étais heureux, j'ai prévenu mes frères et sœurs et tout, j'étais aux anges. Et juste avant qu'on fasse le sketch, j'étais donc assis et Tex était censé être dans la voiture sur la chaise, tu vois. Et au dernier moment, Bouvard il dit lui, c'est le moteur, on le voit pas. Mettez-lui une couverture. Et on m'a pas vu une seconde. Quel a été ton ressenti à ce moment-là, justement? Eh ben, je me suis dit, c'est peut-être que c'est pas pour moi, je sais pas, mais cette couverture qui arrivait sur ma gueule au moment où j'avais prévenu tous mes amis que j'allais passer à la télé. Et on m'a jamais vu. Je me suis dit, bah, tiens, ça démarre pas mal. Et puis ensuite, Bouvard, il m'avait dans le nez, il m'aimait pas trop. Et dès que je voulais faire un sketch seul, il me jetait comme une merde. Et un jour, il m'a pris très gentiment par les épaules et il m'a dit, écoutez, vous êtes un bon auteur, continuez à écrire, mais n'essayez pas de jouer. Parce que vous voyez bien que quand vous parlez, ça retombe l'ambiance. Donc je suis allé m'ouvrir les veines sur le trottoir d'en face et jeter comme une merde que j'étais. Et ensuite, eh bien, il y a une autre émission qui s'est mise en route 2 ans ou 3 ans plus tard, qui s'appelle La Classe. La Classe, ouais. La Classe qui m'a fait connaître dans toute la Belgique, puisque vous avez votre journal télévisé un petit peu plus tôt que nous, et ça vous permettait de 20h à 20h30, après votre journal, de regarder La Classe. Et là, c'est devenu énorme. Je suis ce que je suis grâce à la Belgique, grâce à tous mes amis ici qui ont collé une affiche de 40-60, c'était plein à craquer, tu vois. C'était le bonheur. Il y a même un magasin de fleurs à Bruxelles qui s'était fait appeler « Oh, des fleurs !» en rapport avec mon sketch sur les expressions. La star, on était le vrai tournant, la charnière, c'est pour moi en tout cas mon succès en Belgique. Est-ce qu'il ne fallait pas passer par le côté je me plante pour mieux rebondir justement? Sûrement, de toute façon, tu n'as pas tellement le choix quand tu viens de te viander. Tu vois, tu pourrais dire éventuellement j'aurais préféré ne pas me viander, mais quand c'est arrivé, bah, tu n'as plus qu'un truc à faire, comme tu dis, c'est de rebondir. Donc c'est ce que j'ai fait, connard. On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Et de l'autre côté, évidemment, on a Renaud Rutten, que vous connaissez très très bien. Toi, tu as commencé par faire des études de médecine. Eh oui, mon petit. Non, mais moi, si j'ai un médecin comme ça, je me barre vite fait. Hein. Non, bien au contraire. Non, moi, je voulais être pédiatre, moi. Non, tous les Belges ne sont pas pédophiles, pédiatres. Voilà, non, moi, je voulais, mais puis, voilà. J'ai pas connu, moi. Enfin, si, j'ai quand même connu, parce qu'on s'est rencontrés, nous autres, il y a très très longtemps avec Jean-Marie. J'étais au Point Virgule à Paris, il y a une vingtaine d'années, en été, et lui était le parrain du festival du Point Virgule. Voilà, et j'ai rencontré un homme immensément généreux
qui disait, et je me souviens de très très bien de cette anecdote, on faisait nos petits sketchs. Moi, j'étais juste après Stéphane Guillon, qui est d'ailleurs le président du festival, et Sophie Forte, qui cartonnait à l'époque. Donc, ils faisaient tous les deux la salle pleine. Moi, je faisais 3 personnes, et puis 2, parfois 4 le samedi. Et donc, on allait manger avec Jean-Marie et Guy Lecuise. Oui. Et cet homme généreux disait, écoutez, tant que vous n'avez pas de public, c'est moi qui offre. Et il nous offrait à bouffer à cette époque-là. Mais oui, Et maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est lui qui me donne à manger. Encore hier soir. Donc tu as fait tes études de médecine, tu t'es Ouais. rendu compte que c'était pas ton truc du tout. Non, moi, c'est eux qui se sont rendus compte. Moi, j'aurais bien continué, mais voilà. Tu as fait ton service militaire. Et là, ouais, ça c'était catastrophique. J'étais à l'époque un des 17e Belges à me faire dégrader en place publique. Très fier de ça. Je mettrai surtout mes CV. Ça, j'ai été Explique. dans arracher mes galons. Alors, je t'explique. En fait, j'étais chez les Flamands, à Gand. Et je suis tombé sur un espèce de petit crétin, comme d'ailleurs 99% des militaires de carrière. Ouais, et encore, je suis gentil. Et c'était, moi, j'avais dit, je veux pas. Et il est là et il va venir te voir. Voilà. Et le voilà qui arrive. Et cette espèce de connard, j'étais dans une force non armée, moi, parce que j'avais dit, je veux pas d'armes, moi, ça me fait peur, fous-moi la paix avec ça. Et donc, j'étais à la 17 mètres, donc j'étais brancardier de combat, alors qu'il n'y avait pas de combat. Et on faisait des entraînements à la con, tu vois, où tu te trinque-balais avec un gars qui faisait semblant d'être blessé, et tu devais faire des parcours dans les bois comme un débile mental. Et je me souviens, il y a, tu vois, un petit sentier qui arrive et qui traverse un espèce de lac. Et je me dis, je vais pas aller là, c'est ridicule, je vais me mouiller, donc je vais faire le tour par là-bas, ce qui est bien plus malin, mais l'autre gros con flamand qui était déguisé, tu vois, avec des fougères comme ça dans sa gueule, et il me regarde, il fait Rutten dans la flaque. Et je dis, mais non, hein, chef, c'est complètement con, hein, parce que si je vais dans la flaque, si jamais je laisse tomber mon blessé, il va peut-être mourir. Rutten dans la flaque. Je lui dis, regarde bien, je fais de tenir, mais tu vas voir. Et l'autre était attaché, évidemment, à son brancard. Donc j'arrive dans l'espèce d'étang, et je lâche le gars, qui coule forcément. Et moi, je le regardais couler, c'était un flamand, donc je m'en foutais. Donc, et je lui dis, qu'est-ce que je viens de te dire? Tu vois que c'est dangereux. Et donc l'autre, il vient, il ramasse le brancard, et il revient vers moi, je ne sais pas pourquoi faire, et je lui ai expliqué d'un seul coup qu'il ne fallait pas. Voilà. Et donc, on m'a dégradé, tu vois, ils sont venus. Et j'ai fait 8 mois au fin fond de l'Allemagne, à Essento. Je me suis fait chier avec des gens encore plus cons. Non, c'est une très très nette période de ma vie, ça. Donc du coup, après, quand tu es revenu du service militaire, tu as décidé de reprendre des études. Oui, Ah, j'ai j'ai- fait des études en romane. Voilà. Et que j'ai bizarrement réussi. Ah, tu as fini tes études. Non, on n'exagère pas non plus. J'ai fait 2 ans, et puis je me suis rendu compte que voilà, c'était trop long. Donc j'ai arrêté ça aussi. Parce que mon père commençait à me dire, dis donc, tu n'avais pas fait quelque chose? Comme tous les parents, hein, j'imagine, ça faisait 7 ans que je ne foutais rien après les études, donc voilà. Et donc après, tu as appris des stages de comédie avec une formation théâtrale. Tu as Oui. fait des spectacles d'impro. Oui, Tu as joué dans des pièces de théâtre. Et puis tu as fait du one-man show. voilà. Et j'ai fait beaucoup d'impro. J'avais créé avec mon pote Johnny Kill, j'avais créé Improvisé, et puis le duo d'impro. Et puis un jour, il m'a dit, pourquoi est-ce que... Je voulais faire des sketchs avec lui, parce qu'on adorait, tu vois, Derek Lecluse, on adorait Cuchet Barbeza, etc. Des duos qui faisaient des sketchs. Et lui, il n'était pas pour. Il me dit, fais des sketchs tout seul, on va écrire. Et alors j'ai écrit à ce moment-là mon premier one-man, à l'époque, que j'avais joué d'ailleurs au point virgule. Tu te souviens encore de tes répliques de one-man show de cette époque-là, ton premier one-man? Ah oui, puisque c'est le même que je tourne maintenant. Donc, ça fait 40 ans que j'ai le même, donc la réplique, tu comprends bien que je m'en souviens. Ouais, non, Ton meilleur souvenir alors de cette époque-là, de tes premières, quelle est la sensation pour un jeune finalement qui débute comme humoriste? Quelle est la sensation qu'on ressent? Quel est le feeling qu'on a avec le public? Comment on apprend à tâter le terrain, à tâter le public aussi? Je dis au début, c'était pas joyeux, parce que j'étais au point virgule, là, tu vois, à Paris, j'avais pas de prod, donc je suis arrivé la fleur au fusil en me disant extra, moi ça va marcher, et ça ne marchait absolument pas, quoi. Donc j'avais 4 personnes, et puis le lendemain 3, tu vois, et un jour c'est une bête anecdote, mais donc il y avait, tu te souviens, c'était Marie-Caroline Burnat à l'époque, Oui. qui m'appelle et qui me dit, tiens voilà, il y a 2 personnes, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, j'ai vraiment pas le courage, c'était un vendredi soir.
Je dis, écoute, tu me pardonneras, mais je vais pas venir jouer. Je vais aller au café en face, hein, chez Madame David. Ah oui, notre Madame David, Voilà. paix à son âme. Et donc j'arrive chez Madame David et là j'attends et je m'en voulais. Tu vois, j'étais un petit peu, je culpabilisais de ne pas jouer pour 2 personnes. Oui. Et qui sort de la salle parce qu'on lui avait dit Renaud ne jouera pas. C'était Michel Bernier et sa pote Osterich. Ah oui, Vous voyez oui. Michel Bernier qui a maintenant ses spectacles magnifiques. Et donc voilà, j'ai été la trouver après en disant écoutez, je suis désolé Michel. Et puis je l'ai sauté, ça s'est bien passé. Oui, nous, alors juste avant, c'était Christian Varini qui était encore vivant, et on jouait à partir de, normalement, de 7 payants. Et alors, des fois, on avait 4 payants et 3 invités. Alors, on allait les voir, qu'est-ce que vous voulez? Alors, les gens disaient, oui, oui, bien sûr, tout, oui. Ça faisait des soirées formidables. On connaissait par leur nom et par leur prénom les spectateurs. Ils étaient aussi nombreux que nous sur la scène. Ça donnait des soirées magnifiques, quoi. Il y a une On belle gagnait anecdote. pas un rond, évidemment. Belle anecdote aussi avec Derek qui jouait son one-man show. Et donc Derek, tu vois, un Derek Lecluse à l'époque, le gars avec son petit bonnet rouge là, et qui fait son one-man, et il avait 2 personnes dans la salle. Et alors il y avait des noirs, et pendant les noirs, il allait se changer. Et après 3 sketchs, il y a un noir qui se fait, il va se changer, il y a une personne qui sort. Donc il restait plus que La une moitié du personne, public. Voilà. Et 2 noirs suivants, il y a l'autre qui sort. Mais il ne le sait pas. Et il continue à jouer ses sketchs pour rien, tu vois. Et il n'y avait plus de rire, plus de trucs. Et après Est-ce que- 3 sketchs, son régisseur lui fait ça va, arrête, il n'y a plus personne. Est-ce que toi, tu as vécu un peu comme Jean-Marie, ben voilà, avec Bouvard, il a vécu ces petites galères. Est-ce que toi aussi, à tes débuts, tu as connu des galères et des choses compliquées? Oui, mais bien sûr, moi j'ai fait, à un moment donné, j'ai été faire l'audition pour Bouvard. Il y avait dans la salle, il y avait Bouvard, Lederman et Lévy. Donc tu vois, c'était quand même les 3 producteurs de l'époque. Et ils faisaient tous les étés le petit théâtre de Bouvard. Là, et il y avait des humoristes qui étaient là. Et donc je vais faire un sketch de mon spectacle de l'époque. Et ça les fait beaucoup rire. Un deuxième, un troisième. Et Bouvard m'appelle après, il me dit je voudrais vous voir. Je dis oui, ça va, je vous attends. Et il vient me trouver, il me dit voilà, est-ce que vous voulez faire tout l'été chez nous? Je dis oui, pourquoi pas, quelles sont les conditions? Et il me dit je vous donne 150 francs français par soir. Il faisait quand même 900 balles et je lui dis bah, écoutez, moi c'est un peu compliqué parce que si je dois me loger, faire les trajets, machin et trucs, ça va être dur pour moi. Et il me dit ben là-bas, elle est dans votre camp. Ben, je dis elle va y rester parce que moi je ne roule pas en Rolls. Et on ne s'est plus vu, il m'a jeté dehors comme une merde. Et 20 ans après, il y a Ben RTL qui fait une émission des grosses têtes belges. Et il demande à Meillon à l'époque, tiens, est-ce que vous n'avez pas des gens qui racontent bien les blagues? Et Meillon, donc 20 ans après, dit à Bouvard, si, il y a un gars qui est bon en Belgique, c'est Rutten. Et l'autre dit, ouais, je vois bien du talent, mais ingérable, ça sera non. Ok. Et il est presque mort d'ailleurs, bien fait. Est-ce Est-ce qu'il y a eu des personnes, bon là on parle de Bouvard qui a été plutôt assez négatif, est-ce qu'il y a des personnes comme ça déclic dans vos carrières au départ? Moi, je suis un peu comme Renaud, c'est fabriqué un petit peu tout seul. C'est un peu l'idée justement d'avoir jamais personne pour te filer un coup de main, qui fait que quand tu y arrives, ben, tu sais que c'est toi qui l'as fait, quoi. Donc la médaille, tu la fabriques, puis tu la mets au revers de ta veste. Mais je pense évidemment que c'est une excellente école. Par contre, les copains qu'on peut se faire quand on est dans ce métier, alors là, moi j'ai fait la rencontre, c'était les premiers auteurs venaient pour travailler sur une émission qui allait s'appeler La Classe. Et dans cette première réunion, il y a un mec chevelu avec un perfecto noir, clouté, et je note son nom sur mon calepin, Laurent Bassy. Parce que je n'ai pas bien compris son nom, j'ai mis Laurent Bassy. Et sur ce vieux calepin, j'ai encore ce nom écorché de Laurent Baffy qui va devenir mon frère et mon meilleur ami. Et tout d'un coup, à deux, eh ben, on s'est mis à écrire genre entre 220 et 240 sketchs pour la classe. Il fallait fournir 4 sketchs par semaine. Alors je vais te dire, tu avais des gens qui faisaient illusion avec 4, 5, 6, 2 semaines, puis après, plus rien, quoi. Mais nous, on avait une bonne méthode de travail, et puis ce con de Laurent Baffy, tellement vif, tellement adroit, j'ai pondu à cette époque-là
quand il y a une énorme demande comme ça, j'ai pondu les fameux briefings, qui ont été imités ensuite par tout le monde. Muriel Robin et Pierre Palmade, ils en ont fait leur chou gras, mais j'avais inventé le briefing, le mec il s'adresse à tout le monde. Et dans toute la France à l'époque, je disais, je vous ai réunis parce que ça va pas, et toute la France faisait du tout, y compris en Belgique d'ailleurs. Donc j'ai fait le capitaine du bateau, j'ai fait Saint-Pierre, au paradis, à l'hôpital, au zoo, le premier briefing. C'était le premier, non, c'était un match de foot. C'est le mec à la mi-temps d'un match de foot qui disait, les gars, bravo, 9-0 à la mi-temps, c'est pas perdu, on y croit, on va le gagner ce match-là. Il disait, Raymond, c'est pour me faire chier que tu as marqué un but contre ton camp? Pardon? Ah, tu faisais une passe au gardien? J'ai appelé ça une passe, toi? Tu l'as fusillé à bout portant, Raymond. Et puis après, il disait, bon, tu disais Pompon, je disais les noms, je te montre la classe. Il disait, Pompon, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu as la balle, tu la donnes à Minovic? Il dit, mais je me branle que ce soit ton cousin Minovic. Je rappelle que Minovic, il joue contre nous. Ok? Ce mec, il peut dribbler 3 joueurs dans une cabine téléphonique, il ne donne jamais la balle. Et ce premier briefing a donné naissance au deuxième, au zoo, le directeur du zoo, et puis après, on a fait peut-être 80 briefings, mais au moins, chaque semaine, on avait déjà une idée qui était en place, un schéma, il suffisait juste de trouver où on allait faire ce briefing. C'était le moyen pour nous de fournir du volume dans cette émission qui était très demandeuse. Donc là, tu pars d'une idée, et puis tu la développes et tu la fais vivre, oui, comme une exactement. série en fait. D'ailleurs, c'est à peu près, c'est un peu comme les blagues, il y a un certain nombre de ressorts dans les blagues qui n'est pas inépuisable, hein. Peut-être 30, 40, et on va dire qu'une blague, n'importe laquelle, peut être reliée à une de ces 40 familles. Tu vois, le coup de théâtre à la fin, la surprise, la manière de la raconter et tout, ben, c'est un peu pareil pour les sketchs. Et puis, je ne sais plus qui a dit, c'est comme les notes de musique d'ailleurs, tu vois, il y a 7 manières de faire rire. Tu as l'imprévu, le croche-pied, le coup de théâtre, comme il y a 7 notes de musique, et c'est pas parce qu'il n'y a que 7 notes de musique qu'on ne peut pas continuer à inventer toujours et encore de nouvelles mélodies. Toi, des personnes déclics, des personnes qui ont été importantes au début de ta carrière? Non. Je me suis fait seul. Non, bien sûr, j'ai eu des gens, mais c'est pas des gens qui sont devenus connus. Tu vois, il parlait de Laurent Baffy. Moi, j'ai le gars dont j'ai parlé tout à l'heure, Joël Mikils, qui a joué aussi, qui joue dans le film que vous verrez peut-être ce soir. Mais voilà, c'est pas des gens connus, c'est des gens plus qui, justement, font en sorte que tu ne prennes pas la grosse tête et que tu restes bien les pieds sur terre et que dès que tu commences à faire le malin, ils font tant. Ferme bien ta gueule, hein, on a joué dans la boue ensemble petit, donc voilà. C'est plus des gens comme ça. Bien sûr, j'ai un gars comme Poulvord qui, à l'époque, quand il a commencé à faire C'est arrivé près de chez vous, etc., a eu la gentillesse de me prendre dans ses films un petit peu. Tu vois, j'ai tourné dans Les Convoyeurs, puis j'ai tourné dans, tu vois, des films comme ça. Et voilà, ça m'a aidé à rencontrer des gens, mais j'ai pas de mentor, tu vois, que j'ai suivi et qui a fait en sorte que... C'est plein de petites rencontres sympas. On parlait de blagues tout à l'heure avec Jean-Marie Bigard. Vous n'avez pas envie d'une petite, là, franchement, hein, c'est vrai que c'est les meilleurs raconteurs de blagues français, belges. Et t'en as une là sous la main, Renaud? Évidemment. Gentil ou pas? Non, ah oui. Donc alors... Alors il y a méchante, après il y a très méchante après. Bon, on va commencer par une moins gentille. Il faut quand même faire attention. Pas raconter n'importe quoi parce que c'est enregistré. Donc, vas-y, je vais rebondir sur le moi, il y a celle qui t'a fait plaisir, que j'ai raconté la semaine dernière. C'est le vieux paysan. Il va chez son médecin. Hein, le médecin il dit asseyez-vous. Alors il dit j'ai reçu
vos résultats du laboratoire, hein, c'est pas terrible. Hein. Je lui dis tout de suite, c'est même pas terrible du tout. Il faut absolument que vous arrêtiez de vous masturber. Et le paysan, il dit, pourquoi? Il dit, pourquoi? Ben, arrêtez de me masturber. Et le médecin lui dit, ben, parce que je vous parle là. Donc c'est super génial. On peut les applaudir, hein, évidemment. Bon alors, c'est dans un vieux grand-père qui est, tu vois, fin de repas de Noël, et il y a tous ces petits-enfants qui sont là, et il fait, allez, je vais vous raconter, quand j'étais au Congo, hein, j'ai fait le Congo, moi, vous savez, tous les enfants, ouais, extra, t'as fait le Congo, allez, mais on a été à la chasse au lion, hein, et je me souviens, un jour, j'étais à la chasse au lion, et il était couché, il me tournait le dos, et je prends mon fusil, et je me dis, là, je le tue, et je tire, et je passe à ça. Mais il m'entend, donc il se retourne, et il me regarde, et là, il commence à foncer sur moi, et je recharge mon fusil, et là, le fusil s'enraye, et il s'approche de moi, et là, j'ai chié dans mon froc. Les enfants font, ben, papy, c'est normal, hein, on aurait tous eu peur. Non, là, maintenant, j'ai chié dans mon froc. Alors tu disais justement tout à l'heure, bah tiens c'est filmé, il faut pas que je raconte n'importe quoi. Est-ce qu'on peut, en tant qu'humoriste, bah, c'est la question qu'on a dû vous poser 1000 fois je crois, est-ce qu'on peut vraiment rire de tout? J'ai la réponse, si tu veux, Ben, et qui n'est pas ni à toi ni à moi, mon Renaud, mais que je suis obligé de rendre à César. Ce qui appartient à César, c'est Benoît Carven, Gustave Carven et Benoît de Lupin qui ont donné la réponse universelle à cette sempiternelle question. Ils ont dit « On ne peut rire que de tout ». Terminé. On ne peut rire que de tout. Il suffirait qu'une instance quelconque, tout d'un coup, nous interdise de rire de cette table en bois pour que le lendemain, tous les humoristes du monde disent « J'ai chez moi 12 tables en bois. Je ne savais pas quoi en faire. » Et évidemment, tout le monde s'engouffrerait dans le truc. On ne peut rire que de tout, puisque c'est la dernière porte à ouvrir. C'est le dernier salut, c'est le dernier truc qui peut nous sauver. Je rêve de rire à la mort si un jour elle se pointe avec sa faux de merde, tu vois. Et d'ailleurs, je l'attaquerai pour faux et usage de faux déjà. Je foutrais le juge au cul. Non mais c'est vrai, c'est une défense, c'est notre dernière liberté de pouvoir rire. Par contre, moi, là où je te rejoins, donc il n'y a pas besoin de dire par contre, c'est que c'est délicat maintenant de pouvoir se faire emmerder parce qu'on rit de certaines choses. Tu vois, je pense à des gens comme Laura Lone, tu vois, qui fait une blague qui n'a quand même rien de dramatique sur certaines personnes. Et là, on l'attaque en disant, ouais, ça, on ne peut pas faire ça. Mais je suis d'accord avec Jean-Marie, on peut et on doit le faire. Mais est-ce que ça vous arrive parfois de vous retrouver devant votre page à écrire et vous dire, ouais, non, là, je vais peut-être un peu loin. Est-ce que vous vous auto-censurez ou vous ne vous permettez pas de vous Moi, je pense qu'il y a un moyen d'échapper à la punition. Tu vois? Mais oui, je pense que tu peux la tordre, la blague, avoir à peu près la même efficacité. Et si à telle période, ça, c'est gênant de le dire, eh ben, tu transformes les personnages et tu peux y arriver. Tiens, je vais vous donner un exemple concret. Grosse tête de Joe, je raconte l'histoire. C'est un juif, mais avec les guignettes, le chapeau, tout le bordel, hein, qui est en tenue d'apparat, monte dans un taxi. Et le taxi démarre et c'est la blague qu'on ne doit pas raconter, hein, que je vous raconte. Hein. Bon, ok, on est parti des blagues après comment je la transforme et finalement ça passe très bien. Parce que c'est un juif et un arabe. Et un petit arabe, il rentre dans le taxi. Le chauffeur, il dit, monsieur, vous n'avez pas vu, c'est occupé. Petit arabe, il dit, moi je t'emmerde, je t'encule, tu démarres, je suis dans la voiture, j'y suis, j'y reste.
Bon, le chauffeur, qui est un pilier à 3e ligne de rugby, il le prend très mal, il descend, il ouvre la porte côté arabe, je le chope et il le bastonne. Et le juif dans la voiture, il dit arrêtez! Il dit mais arrêtez! Arrêtez! Alors bon, au bout d'un moment, le chauffeur, il arrête de le frapper, il revient au volant, et il dit au rabbin qui est derrière, il dit je vous comprends pas, enfin, je suis juif. Je tabasse un arabe et vous me demandez d'arrêter. Et le juif, il dit oui, arrêtez le compteur! Arrêtez le compteur! Alors, je la fais, hein. Pardon, je la fais, et après avec Laurent Ruquier et le réalisateur, je dis c'est mieux de la virer quand même, tu crois pas? Et il me dit ouais, honnêtement, tant qu'à faire, bon, toi, on en mettra une autre à la place. Mais après, j'y ai repensé, et c'est Pierre Bénichou d'ailleurs qui m'a dit, je connaissais une, c'était dans le même genre, c'est un couple de juifs, le problème est réglé. Et le mari fait une crise cardiaque. Ah, le chauffeur, il s'en aperçoit, sa femme elle lui saute dessus pour essayer de faire remarcher son petit cœur. Le chauffeur de taxi, il ouvre la porte, il sort. Le mec, mais sur le trottoir, il se met un califourchon sur lui. Et là, et oui, il appuie sur la poitrine. Et la femme, elle dit arrêtez, arrêtez, mais arrêtez. Je lui dis j'essaye de sauver votre mari. Il dit oui, mais arrêtez le compteur. Et du coup, eh bien, Ouais, je l'aime ça moins. passe. J'aime moins la deuxième, moi. Bien sûr, parce que c'est forcément violent une blague. Ben oui. Si jamais il n'y a pas cette violence, c'est moins drôle. Oui, c'est comme la différence entre un juif et un scout. Bah, c'est que le scout, il revient du camp. Mais est-ce que... Oui, alors oui, allez, on peut y aller. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Voilà, mais c'est vrai que quand tu poses ce genre de questions, moi j'ai du mal à choquer des gens, tu vois, volontairement. C'est-à-dire que je sais, par exemple, que si j'ai un couple en face de moi dont la mère ou dont l'épouse a des métastases et va mourir d'un cancer, Oui. je vais peut-être pas raconter qu'est dodo. Tu vois ce que je veux dire? Qui est Alors dodo, que donc. si je ne les connais pas, je m'en fous éperdument. Tu vois? Oui. Non, c'est L'idée, rien. c'est de faire plaisir aux gens. C'est pas de leur Voilà. faire du mal. Donc évidemment qu'il y a de temps Est-ce en temps, que- avoir des précautions. En parlant de tout ça, enfin, moi, étant plus jeune, j'ai un peu l'impression, par rapport à vos époques, j'ai l'impression que l'humour a changé en 2018. Que la manière de faire de l'humour a changé parce que fatalement, les gens n'acceptent peut-être plus les mêmes choses que ce qu'elles acceptaient avant. Alors, les gens, pour moi, ils acceptent de la même manière. Par contre, il y a des gens qui disent tiens, là, je peux peut-être porter plainte, je peux peut-être gagner de l'argent. Tout d'un coup, il y a une fille qui dit il y a 35 ans, il y a tel réalisateur m'a pincé les fesses entre deux prises en disant dépêche-toi, je t'ai demandé un café. Et tout d'un coup, elle s'est dit ben moi, je prendrais bien 1 million ou 2 de dollars. Et tout d'un coup, elle a été violée. Tu vois, elle a passé sa vie sur le lit d'un psy, quoi. Faut pas raconter de conneries. Même la blague la pire, elle naît. C'est d'ailleurs dans les pires blagues qu'il y a un réservoir énorme de rire, puisque le rire consiste à se moquer avant tout de soi-même. Tu vois, c'est pas de stigmatiser une catégorie de gens ou une religion ou un truc comme ça, non. On doit rire des défauts qu'on a, nous, quoi. Par exemple, nous, avec Renaud, on est imparables. On a tellement de défauts. Nous sommes remplis On peut se de moquer. défauts, donc on peut y aller. Ouais. Et alors, tu vois, en revanche, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que les gens sont, soi-disant, plus durs et laissent passer moins de choses. Mais par contre, sur le net, tu peux montrer tout et n'importe quoi. Ouais. Il n'y a toujours pas de censure sur le net. Donc, tu peux aller montrer ta bite sur le net. Personne ne va t'emmerder. Alors que si à la TV... Oui, tu mais là, fais- c'est quand même emmerdant pour tous ceux qui ont des petites bites. Oui. Je prenais un cas extrême. Oui, mais tu enfin, leur fais de la peine. On est bien d'accord. Là, c'est vraiment- D'ailleurs, je m'en vais. C'est vrai? Allez, merci beaucoup, bonsoir. Non, Est-ce mais que- tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est que à la TV, tu vois, tu vas dire un truc,
où les gens vont dire ouais, pourquoi est-ce qu'il se permet de dire ça à la télé? Ouais. Et sur le net, À la radio, déjà, beaucoup moins. Voilà. Beaucoup plus libre à la radio. Puis après, sur scène, nous, on ah bah dit c'est ça, des sur scène, horreurs. c'est magnifique. Là, je Ouais. lisais ce matin que Florence Foresti avait décidé maintenant d'interdire les téléphones lors de ses spectacles. Moi, je comprends bien qu'elle fasse ça, parce qu'il y a des tas de gens qui filment, Ouais, ouais. et la scène, pour nous, c'est un endroit, entre guillemets, privé, tu vois, c'est-à-dire qu'on est Protégé. Intimiste. protégé, on est avec les gens. Si on veut raconter la blague du juif et du scout, on se le permet. Mais si tu as des mecs qui sont là avec leur téléphone, qui filment, et puis qui vont mettre ça en disant Rutten est, tu vois, antisioniste, mais je vais dire, mais putain, attendez, c'était pas du tout le propos, il faut pas sortir ça d'un contexte d'une blague où nous, on s'amuse à se charrier, Jean-Marie et moi, à raconter la pire des crasses, pour que les gens le sortent après en disant, regardez, lui, il est xénophobe, ou il est raciste, ou il est machin. Pas du tout, c'est pas le but. Donc c'est pour ça, moi, je comprends que... D'ailleurs, tu sais comment on appelle un cosmonaute noir? Non, non. T'es raciste ou quoi? On l'appelle un cosmonaute. J'ai fait naître dans l'esprit de tout le monde. Ils ont cherché, tout le monde a cherché comment on pourrait intégrer dans cosmonaute, je sais pas, négro, singe, je sais pas. Et bien tout le monde a cherché. Bande de racistes. Ça s'appelle un cosmonaute. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier en 2018 a changé d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est moins dur? Comment vous voyez votre métier dans les années à venir aussi? Bah, moi, je crois que lui, il va arrêter assez vite. Il n'en a plus pour très très longtemps. Je vais reprendre tout son public. Mais Ça va se sérieux, passer très bien pour moi. Je ne veux pas répondre à ta place, mais je pense qu'on est tellement libres, nous, Renaud et moi, qu'on ne la voit pas tellement la difficulté. Moi, je ne la vois pas. En tout cas, on s'amuse de la connerie humaine. Voilà. Il y a un réservoir tellement énorme que sans froisser qui que ce soit, on a le choix. On a 10 moyens d'évoquer un thème et on va prendre celui qui va convenir le mieux, qui sera aussi drôle que les 9 autres et qui ne froissera personne. Mais on sera instinctivement tout le temps passé entre les gouttes, quoi. Ouais, moi je suis comme lui, j'ai pas du tout l'impression Non. que notre métier est difficile. Bien au contraire, c'est un métier de plaisir. C'est comme les cuisiniers, tu vois, à partir du moment où tu aimes bien faire à bouffer, tu aimes bien faire plaisir aux gens, nous on aime faire plaisir aux gens. Il n'y a rien de plus gai qu'une Exactement. salle qui rit, qu'une salle qui applaudit. Et ça n'est pas, pour faire une petite parenthèse, pour rappeler à tout le monde ici que c'est le malheur qui fait rire, hein. Ce n'est pas le bonheur, hein. Le bonheur fait pleurer. Tu regardes un film, les amants se retrouvent, ils s'embrassent, ils sont passés par des... On a cru qu'ils n'allaient jamais y arriver, ils s'embrassent et on pleure. Tout le monde pleure. Par contre, une vieille dame glisse sur une plaque de verglas, écroulée de rire. Voilà. Après, on va lui porter secours. Vraisemblablement, elle s'est pété le col du fémur, voire les deux. Mais le temps qu'elle tombe par terre, on rigole bien. Ça n'empêche pas de l'aider après. Mais nous, tu vois, et puis il y a des... Comment? Tu ne peux pas empêcher des blagues de nos parents qui étaient ignobles, par exemple. Quand on se les ressort, on se dit putain, c'était quand même... c'était très très chaud. Et sous la couverture, j'allais se dire. T'en as une comme ça? On se les... Une blague de tes grands-parents. Oui, mon grand-père, moi, il était chaud comme la braise, je lui ai dit. Dès qu'il voyait une belle fille qui avait des belles jambes, il disait, regarde, celle-là, elle a une belle fourche à faner les couilles. C'est très poétique, tu la vois, la fourche. Tu vois, il disait d'une fille qui couchait facilement, oh ben elle tient mieux sur son dos qu'une bique sur ses cornes. Tu vois, pour dire qu'elle couchait facilement. Et sinon, tu vois, mon père, qui a raconté la blague de la petite fille, a dit, papa, je voudrais aller à la piscine cet après-midi. Son père lui dit, tu sais ce qu'il faut faire à papa. Alors elle se met à genoux devant son père, elle lui sort la bite et elle lui dit, papa, aujourd'hui ta bite elle sent la merde. Il dit, oui, mais ton frère a voulu aller au cinéma. C'est pas racontable, on est d'accord. Ça passe celle-là, non? Ça, on va Celle-là, elle est trash, hein. pouvoir le couper de toute façon. Celle-là, elle est trash quand même, hein. Oh, elle est bien celle-là. On est obligé de la couper, par exemple, vous voyez. T'en as une, toi? Ah, mais moi c'était gentil par rapport à lui. Enfin, vous en avez, pardon. Oui, non, mais vous pouvez me tutoyer.
C'est Truc, tu vas raconter. c'est un curé, moi. C'est un curé, tu vois, mais ça se passe il y a longtemps, puisque c'est les blagues de nos grands-parents. Un curé qui fait sa messe tous les matins. Tu vois, à 7 h du matin, il dit sa messe. Il a encore, ça se passe il y a des années, il a encore une quinzaine de paroissiens qui viennent tous les jours. Et pour pouvoir dire sa messe à 7 h, mais il se lève à 6 h du matin, il est debout. 6 h 10, il boit son café. 6 h 20, il fait son petit caca. Et 6 h 30, il met sa soutane pour aller dire sa messe. Il doit traverser une prairie comme ça. Et ça se passe toujours bien. Et ce jour-là, bon, il a un petit peu regardé la TV trop tard. Bref, il se lève. Et il se lève à 6 h 15. Et il se dit, putain, j'aurais jamais le temps de tout faire. Il boit son petit café. Il met sa soutane. Et au moment où il traverse la prairie, en fait, c'est ça qu'il a oublié, tu vois. Et il se dit, putain, j'aurais jamais le temps. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne, il soulève sa soutane, il fait ce qu'il doit faire, il prend une grosse touffe d'air, il s'essuie comme il peut, et il arrive à 7 h pile, et là il commence sa messe, et ça se passe bien, sauf qu'à un moment donné, il y a un petit relent comme ça, tu vois, qui vient de ses doigts jusqu'à son nez, et là il regarde, et il en a plein en dessous de l'ongle. Et il dit, putain, c'est pas grave, il met vite ses mains dans ses manches, c'est pour ça qu'ils font ça. Ouais. Et il commence sa messe, tu vois, et ça va, tu sais, il les vente un peu, c'est comme sous la couette quand c'est les chats, tu vois, c'est comme ça. Et sauf qu'arrive à un moment donné l'Eucharistie. Mais c'était encore l'époque, tu vois, où tout le monde arrivait, tu sais, comme ça. Et c'est le curé qui devait donner, tu vois, l'hostie. Et il se dit, putain, non, ça, je peux pas leur faire ça. Donc, il va vite chercher, il monte en chair de vérité, il fait, mes frères, Dieu m'a dit cette nuit qu'ils se servent eux-mêmes. Et tout le monde, on s'en fout, on va se servir. Hein. Donc il va chercher son calice, tu vois, il tend le calice comme ça, il met son autre main derrière son dos, et tout le monde arrive, tu vois, c'est vrai, on peut le prendre. Ouais, c'est Dieu qui me l'a dit. Donc chacun, tu sais, commence à choisir, hein, t'as que ceux-là, t'as pas des grilles, enfin bref. Et il se dit, ok, ça va, c'est bon, c'est fini, tout le monde a eu sa petite hostie. Et au moment où il repart, il y a le vieux Raymond qui remonte tout le cœur de l'horloge, comme ça, avec son gado, avec sa lampe, comme ça. Putain, le curé est là, il se dit, putain, non, ça va parler, il va pas le... Parce que s'il lâche son gado, il va voler sa frappe par terre. Donc le vieux est là, comme ça. Et l'autre, il se dit, merde, je vais essayer de lui tirer, tu vois, comme des petits frisbees. Et il commence à tirer les hosties. Mais le vieux, il n'a pas été otari, tu vois, donc il est comme ça. Ça pète dans sa gueule, enfin bref. À la fin, il n'en reste plus qu'une, il la prend, le corps du Christ. Il retourne dans la sacristie. Il se lave les mains, il dit, ça va, personne n'a rien marqué. Et là, il entend le cadeau du vieux Raymond qui rentre dans la sacristie, comme ça. Oui, mon fils. Dis, qu'est-ce que tu mets donc dans tes hosties? Et le vieux curé fait, c'est le corps du Christ. Oh, ben, j'ai dû avoir le cul, moi. Et tu parlais de quel dodo, donc. Alors moi, avec mes potes, c'est devenu une réplique culte. Ouais, c'est-à-dire, à chaque fois, alors je la vois passer sur Facebook, sur Internet, partout, tout le monde dit qu'est dodo, donc. Et donc avec mes potes, dès qu'on se voit, c'est qu'est dodo, donc. Donc raconte-nous un peu l'histoire. Non, je ne te raconte pas qu'est dodo. D'abord, non. Tu vas la revoir sur Internet et puis c'est tout. Jean-Marie s'est tapé des dizaines de fois. On n'a pas dit qu'on faisait un spectacle de blagues, c'est une conférence, pose tes questions. C'était un mélange, on vous a pas dit. De quoi? C'était un mélange de questions et de blagues. Ah non. Par contre, j'avais une autre fin à cette blague-là. Donc c'est encore plus atroce, c'est le même début. Hein, la bonne femme a des métastases partout, elle est en train de crever, enfin bref. Et le médecin lui dit, voilà, il ne vous reste qu'une nuit. Et voilà, c'est terminé. Elle rentre avec son mari et là, effectivement, son mari la regarde, il fait, qu'est-ce que t'aimerais, chou? Tu sais quoi? Je voudrais que tu m'encules. Écoute, j'allais te le proposer. Le mec se met à l'ouvrage, il lui démonte le cul pendant 2 heures et il s'affale, complètement endormi. Il se réveille le lendemain en se disant, elle est sans doute morte, tu vois. Et au moment où il ouvre un œil, elle est en train de faire des pompages au pied du lit. Le mec il fait, ça va, chou? Oh putain, je sais pas ce qui s'est... Mais depuis que tu m'as enculé, je suis guéri. J'ai plus rien, je vais beaucoup mieux. Et là-dessus, le mec, il fond en larmes. Et sa femme lui dit, ça va, qu'est-ce qu'il y a?
quand je pense que j'aurais pu sauver papa.